20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. C'est l'heure du grand journal. Tout de suite, les titres de cette édition. Témoignage d'un co-détenu de Chernias, du nom de cet émigré mort à l'hôpital de Dantec au lendemain d'une détention provisoire de 24 heures. Selon Lamine Diop, Chernias se sentait mal et avait plusieurs fois émis le souhait de prendre des médicaments, mais se heurtait toujours au refus des policiers. Une déclaration que vous entendrez au cours de cette édition, en plus du témoignage de sa maman qui regrette un de ses soutiens les plus fidèles. À une semaine de la rentrée des classes, les parents d'élèves fustigent le coût excessif des frais de scolarité. Selon ceux qui ont été interrogés par nos reporters, une réorganisation du système scolaire s'impose. Journée mondiale dédiée à la paralysie cérébrale ce 6 octobre. Au Sénégal, la prise en charge des enfants qui en souffrent fait défaut. Dans cette édition, le combat quotidien d'une mère pour son fils atteint de paralysie cérébrale. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons donc avec l'affaire Chernias, du nom de cet émigré décédé en détention au lendemain de sa détention provisoire à l'hôpital de Dantec. Selon l'administration pénitentiaire, il serait décédé des suites d'un malaise à l'hôpital après donc une détention provisoire. Mais le témoignage de son co-détenu ce soir va certainement relancer la polémique. Il s'appelle Lamine Diop et il affirme que le détenu Chernias avait plusieurs fois réclamé le besoin de prendre des médicaments, mais c'était toujours heurté au refus des policiers. Je vous propose de l'écouter au micro de Nangoka et Asmalik Diop. Dès que je l'ai vu, je me suis vite dit que ce monsieur ne pourrait pas tenir dans ce lieu. À peine il est rentré dans la cellule, il est tombé et il transpirait beaucoup. Je lui ai donné de l'eau, il a récité quelques versets du Saint-Coran avant de boire. Par la suite, il disait qu'il avait besoin de ses médicaments et il l'a fait savoir à un agent pour qu'on le lui donne. Mais l'agent lui a répondu qu'il n'était pas possible pour lui d'aller lui chercher ses médicaments. Mais par contre, si jamais les médicaments sont ramenés avec une ordonnance, il le lui donnerait. Il n'a pas été autorisé à appeler pour qu'on lui ramène ses médicaments. Par la suite, ce jeune voulait lui ramener un calmant, mais on le lui a interdit aussi. Et c'est une maman bien évidemment complètement abattue qui s'est confiée à nos reporters. Plus de 10 jours après la mort de son fils Chernias, une mort survenue dans des conditions jugées assez douteuses par sa famille justement. Aram Thiam, la mère de Chernias, confesse sa douleur. Elle qui n'a toujours pas eu accès au corps de son défunt fils, regrette avoir perdu son plus fidèle souteneur. Nous l'écoutons au micro de Mambo. La mère de Chernias pleure toujours son fils. Pas que ça seulement, puisque Aram Thiam considère le défunt comme un confident, un complice, un ami intime. Ce jour-là, ma fille m'a appelé au téléphone en pleurant. Je lui ai demandé pourquoi elle était dans cet état. Dans un premier temps, je pensais qu'il s'agissait d'un accident sur la route de Touba et impliquant mon fils. Elle me dit que Chernias a été battu à mort par les policiers. Une terrible nouvelle qui a provoqué un choc chez moi. J'ai perdu un être cher que rien ne pourra remplacer. Même si la maman de Chernias parle avec beaucoup d'efforts pour que sa voix soit audible, elle a quand même le verbe pour chanter les louanges de son digne fils. Cher était mon seul soutien. Il a très tôt pris ses responsabilités pour m'assurer la dépense quotidienne. Avant d'aller en Europe, il était un marchand ambulant. Tout ce qu'il gagnait, quel que soit le montant, il venait me le remettre. J'étais locataire. Il m'a sorti de cette situation en achetant une maison. Tout d'un coup, on l'élimine comme ça. C'est un assassinat. Je remets tout entre les mains de Dieu. Inch'Allah. Après l'annonce du décès de Chernias, la maison familiale ne désemplit pas. Il voulait traiter ma jambe avant de m'amener à la Mecque. J'habitais dans des baraques.
J'ai vendu du pain, du café au marché syndicat. Que ceux qui ont tué mon fils soient démasqués et qu'ils soient maudits à jamais. Amis et proches viennent tous compatir à la douleur. Dans la commune de Ndiayen Pendao, près de 19 villages ont manifesté pour réclamer de l'eau. Pour ces manifestants, il est inadmissible que des femmes parcourent plus de 20 km à la recherche du liquide précieux. En colère, ils interpellent les autorités et même le président Macky Sall pour que ce dernier prenne en charge les priorités des couches vulnérables. Voici Abdouba, c'est leur porte-parole. Il est au micro de Seynou Diop. Aujourd'hui, les 19 villages ont manifesté leur colère pour réclamer de l'eau. Dans tout le pays, c'est le village qui a le plus soif car il n'y a aucune infrastructure hydraulique. Comme vous le savez, nous buvons l'eau de la pluie 12 mois sur 12. Et ce n'est pas normal pour un pays qui se réclame toujours émergent. Les femmes font 20 km pour avoir de l'eau. Nous pensons que le chef de l'État n'a pas été informé de la souffrance des populations. Il doit lui-même descendre sur le terrain pour constater cette souffrance. Les populations souffrent dans beaucoup de villages de Ndiayen Pendao à cause du manque d'eau. Allez, parlons éducation à présent. Dans quelques jours, c'est la rentrée des classes. Certains parents déplorent déjà le coût excessif des frais de scolarité. Ils exigent également une réorganisation du système scolaire. Nos reporters Charles Diop et Pape Sangone Mbaye étaient à la rencontre, on va dire, de quelques parents. Suivez le reportage. La rentrée des classes s'annonce en grande pompe et la pandémie liée à la Covid-19 est toujours d'actualité. La cherté des inscriptions s'invite au débat. Un autre casse-tête pour beaucoup de parents d'élèves. C'est trop cher privé. Et puis le privé est plus cher encore. C'est plus cher dans le privé parce qu'eux, ils t'obligent à acheter les livres chez eux. Tandis que pour le public, tu peux aller par terre, comme on dit, les librairies par terre, tu peux acheter tes livres. Depuis quelques années, on note qu'on fait payer aux élèves des tenues et finalement, les parents se retrouveront avec un devoir de paiement qui s'élève entre 20 000, 25 000, 30 000 et là, c'est trop cher. Le coût de la scolarité est de plus en plus cher. L'option de l'école privée est devenue une obligation pour certains parents qui sont à la quête d'une meilleure formation pour leur protéger. Scolariser un enfant, c'est investir sur l'enfant. Tout est cher actuellement. Et beaucoup de les parents veulent la réussite de leurs enfants. Certains acteurs de l'éducation et autres parents d'élèves pensent que l'école sénégalaise mérite une organisation. Sur la forme et le fond. Bon, si on prend la forme, là, les écoles doivent être beaucoup plus équipées. Ils doivent être beaucoup plus équipés. Dans le fond, bon, le programme doit être revu, sincèrement. L'enseignement au Sénégal devient de plus en plus cher. Le droit à l'éducation accuse à chaque fois un sacré coup au détriment de la recherche du profit, d'où l'urgence de revoir le système éducatif local. Vous l'annoncez en titre, ce 6 octobre est célébrée la journée mondiale de la paralysie cérébrale. Plus de 17 millions de personnes en souffrent dans le monde. Ici au Sénégal, ce sont des centaines d'enfants qui en sont atteints. Ce soir, la rédaction vous propose le témoignage inédit d'une maman sur son combat quotidien depuis 4 ans maintenant. Mohamed, 4 ans, et donc son fils, un garçon plein de vie, mais atteint de paralysie cérébrale. Sa mère regrette qu'il n'y ait pas assez d'infrastructures spécialisées pour accueillir ces enfants qui sont certes différents, mais qui après tout ont les mêmes droits que leur père. Aminata Mbaresso. Quand Oumou Khairi Koli parle de son enfant, l'affection, l'amour d'une maman envers son enfant se reflète sur son visage. La première chose qui m'a marqué chez mon Habibi, mon Habibi chéri. Oui, c'est mon Habibi, c'est mon patron, je l'appelle comme ça. Voilà, c'est mon Habibi, c'est ma harit, machallah. La première chose qui m'a marqué chez lui, c'est son regard.
Mohamed, avec un regard captivant. À chaque fois que j'avais un pincement de cœur, il se couchait ici et il me caressait le bras. Pour moi, l'interprétation que je fais de cela, c'est « Maman, ne t'inquiète pas ». Et Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mohamed, benjamin de la famille Koli, est atteint d'une paralysie cérébrale, une pathologie qui touche des centaines d'enfants au Sénégal. Il faisait comme ça, il laissait sa tête tomber. Il ne pouvait pas s'asseoir. Je mettais des coussins autour de lui pour retenir la colonne vertébrale de Mohamed. Les mamans prises entre le poids, tractation hospitalière, supportent aussi difficilement le poids ou la stigmatisation de la société. Des mamans qui ont été délaissées par leur propre mari parce qu'ils ne peuvent plus subvenir aux besoins de leur enfant. Des mamans qui ont été rejetées avec leur enfant. Madame Koli supporte quand même le coup, aidée en cela par son époux, sa famille en particulier. Et un jour, il m'a surpris. Fatabarakallahu, masha'Allah. Il m'a surpris. Je l'ai vu en train de prier. Il avait quel âge? Il avait tout juste 3 ans. Je l'ai vu en train de prier. Ce jour-là, j'ai dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et j'ai appelé aussitôt le kiné Philippe pour lui dire Philippe, Mohamed a marché. Je lui ai envoyé la vidéo. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la paralysie cérébrale, un plaidoyer d'offrir à nos enfants un cadre meilleur, un avenir radieux, leur permettre d'aller à l'école comme les autres enfants, qu'ils soient éduqués comme les autres enfants, parce qu'ils ne sont pas différents. Un témoignage poignant, une pensée en tout cas à tous les enfants atteints de paralysie cérébrale et qui nous regardent ce soir avec leurs parents. Nous poursuivons dans le domaine de la santé. C'est pour parler de cette baisse tendancière, on va dire, de la Covid-19. Les populations du Sénégal invitées à plus de prudence malgré la baisse des cas notifiés aussi bien au niveau de la capitale que dans les régions. Et pour cause, des clusters existent encore et pourraient se répandre. C'est en tout cas l'avertissement que le professeur Ansoumana Diatta du Centre de traitement des épidémies a fait aux Sénégalais, une déclaration qu'il a faite en marge de la fête annuelle qui consacre le roi d'Oussouye, et ses propos sont recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. C'est vrai, il y a une baisse drastique, pour ne pas dire, disons, importante, de l'évolution de la pandémie au niveau mondial, au niveau national, mais il reste encore de ce qu'on appelle des clusters, il reste encore des foyers où la maladie sévit. Au niveau national, quand vous regardez, il y a cette baisse vraiment fort heureuse, parce qu'au niveau national, je me rappelle, il y a 2 jours, on est allé jusqu'à dépister, je pense, 2 cas au niveau national, ce qui est important. Au niveau des Ziguinchor, c'est la même chose. Mais cette baisse ne veut pas dire tout simplement que la maladie est partie, qu'il n'y a plus de maladie. C'est encore une épidémie virale. Et dans cette épidémie virale, il peut y avoir encore ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire des zones, des endroits, des foyers où peuvent exister encore des cas peut-être qui ne sont pas encore diagnostiqués. Prenons notre mal en patience, ou notre euphorie plutôt en patience, parce que c'est souvent en hiver où il y a plus d'éclosion de maladies. Donc, soyons très attentifs, continuons à respecter, disons, ce qu'on a comme mesure, mais surtout, poursuivons la vaccination. Fin de mission pour le comité Fonds Force Covid-19, décision prise par le chef de l'État Macky Sall par décret. À l'heure du bilan, la société civile, mais aussi les membres du dit fonds, les membres de gestion du comité de gestion du dit fonds réagissent, et la majorité des intervenants demandent aux autorités de prendre en compte les recommandations issues du rapport établi par les gestionnaires de ce fonds. Thioro Ndiaye, Mohamed Nabidjan pour le reportage. Fonds Force Covid-19,
Mise en place depuis les premiers mois de la pandémie à coronavirus et dotée de 1 000 milliards de francs CFA, le comité en charge du suivi de la mise en œuvre des opérations du fonds dirigé par le général François Ndiaye est dissous par le président Macky Sall. C'est près de 1 000 milliards, soit le quart du budget qui avait été mobilisé dans le cadre du programme de résilience économique et sociale pour répondre de manière urgente aux problèmes que les Sénégalais rencontraient dans un contexte qui était quand même d'une grave particularité. Une crise sanitaire qui avait également eu comme conséquence des relents économiques, mais également des relents sociaux auxquels il fallait répondre. Et donc, il fallait comprendre que le comité de suivi des opérations n'était pas là pour jouer la gendarmerie. On était là plutôt pour vraiment assurer le suivi correct pour que les fonds destinés à la population soient vraiment à bon port. Dans le cadre de sa mission, le comité a remis un document avec des recommandations au chef de l'État, un rapport qui ne doit pas dormir dans les tiroirs, estiment nos interlocuteurs. Mais au-delà également du contrôle des pièces justificatives, la nécessité de réfléchir sur l'impact de l'utilisation de ces ressources, sur l'opportunité des dépenses, sur l'efficacité de la politique de réponse, il aurait quand même été, à mon avis, un peu plus opportun de pouvoir tirer profit de l'expérience que ce comité a eue dans le suivi de ces dépenses. Le comité a fait le tour du Sénégal. Il était aussi question de veiller à ce que les fonds destinés à la diaspora soient aussi suivis de façon correcte. Le décret 2021-1317 du 30 septembre 2021 a mis un terme à la mission du général François Ndiaye et son équipe. Le matériel du comité sera transféré au niveau du secrétariat général de la présidence de la République, selon le même décret. À présent sur la polémique liée au trafic des passeports diplomatiques avec cette fois-ci le président d'Horizon Sans Frontières qui vient de jeter un pavé dans la mare. Selon Boubacar Seye, l'Europe est en partie responsable de la prolifération de ce trafic et pour cause, sa violation des lois migratoires est manifeste. Nous l'écoutons avec Mamadou Fall. L'Europe s'érige en forteresse avec ses barricades juridiques, politiques et physiques. L'Europe ne s'adonne pas au nouveau donne des migrations internationales et la conséquence est là. Aujourd'hui, il y a une violation des conventions européennes, des conventions, je dirais même internationales. Donc, il y a une violation de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule sur le droit de sortie. Il y a une violation du pacte européen sur l'immigration et le droit d'asile. Et c'est ce qui entraîne aujourd'hui toute cette économie souterraine et criminelle à gestation que nous avons eu à dénoncer. Donc voilà, les passeurs qui génèrent cette économie souterraine. Je rappelle qui était estimé à plus de 10 milliards de dollars en 2016. Donc vous voyez, donc aujourd'hui la responsabilité elle est grande. Il faudra effectivement indexer l'Europe dans ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Parce que tout simplement, nous n'avons pas eu à prendre la dimension migratoire dans les institutions et politiques publiques. Il y a eu un échec et il faudra aujourd'hui une remise en cause. Allez, coup de projecteur sur la loi sur la parité, une loi qui tarde à être totalement concrétisée, il faut le dire, au Sénégal. C'est le cas notamment au niveau des instances de décision. S'il est constaté que les avancées sont effectives, eh bien, peu de femmes occupent la fonction de maire. C'est dans un tel contexte que l'Observatoire national de la parité a organisé ce jour au siège du HCCT un atelier. L'objectif est de renforcer la démocratie paritaire aux élections municipales et départementales prévues en janvier 2022. Le compte-rendu est signé Marcel Farba-Maroun et Alioune Diagne. Un peu plus de 3 mois avant les élections municipales et départementales, la question de l'application de la loi sur la parité est plus que jamais d'actualité. Une question qui passe par quelques défis qu'il urge de relever au moment où la représentativité des femmes au niveau local est encore relativement faible. Nous devons relever le défi du huis clos. Donc il est essentiel que dans cette stratégie, qu'on ait nos hommes avec nous
Donc ça, c'est extrêmement important. Nous avons besoin aussi de sensibiliser la jeunesse qui est un peu ce pipeline de leadership qui doit avoir sa place dans les élections locales. Nous parlerons bien évidemment des stratégies à développer au niveau du financement, puisque une campagne électorale, ça coûte cher. Il faut renforcer aussi les capacités des femmes en termes de leadership. Selon un rapport de l'Observatoire national de la parité publié en 2016, la représentation des femmes est passée de 22,7% à 42,7% au niveau de l'Assemblée nationale en 2012. Au niveau local, les élections de 2014 ont permis de passer de 15,9% à 47,9% de femmes dans les conseils municipaux. Cependant, toujours en 2014, seules 13 femmes ont été élues maires sur 552 communes simples et 2 femmes présidentes de conseils ont été installées sur 42 conseils départementaux. On risque, dans ces conditions, d'avoir moins de femmes maires après les élections de 2022. Pour donc essayer de renverser cette tendance ou anticiper sur cette possible régression, il nous faut engager la réflexion. Nous avons convié des personnes qui ont l'expertise, en tout cas les femmes maires, celles qui ont eu à occuper en tout cas ces positions-là, maires, députés maires, experts électoraux, leaders politiques, ceux des hommes ou des femmes qui ont été engagés dans la préparation des listes d'investiture pour donc discuter autour de ça. Autant de sujets qui ont été débattus ce jour au siège du Haut Conseil des collectivités territoriales et dont les réponses seront soumises au président de la République. L'Observatoire national de la parité a également informé au cours de cet atelier du déroulement d'une campagne de communication mais aussi de la mise en place d'un dispositif d'observation, de veille et d'alerte sur le respect des dispositions de la loi sur la parité. Parlons à présent du Maouloud. Le calife Mamcher Bekay Kounta donne des instructions. Selon lui, tous les pèlerins doivent se prémunir de masques avant d'entrer à Ndiassane. Déclaration faite au cours d'un point de presse tenu justement à Ndiassane en prélude au Gamou. Le reportage est signé notre correspondant sur place, Cheikh Anta Diop. Ndiassane, un Gamou sans Covid, c'est le vœu exprimé par le calife de Ndiassane, Mamcher Bekay Kounta. Les instructions en faveur des pèlerins sont claires. Le port de masque et le lavage des mains sont obligatoires, prévient le porte-parole du calife. Cet appel s'adresse d'abord aux talibés qui sont de la diaspora, mais aussi de la sous-région. Je veux parler de la Gambie, de la Mauritanie, de la Guinée-Conakry, de la Guinée-Bissau, mais partout où se trouvent les disciples Khadr, je voudrais leur lancer un appel et leur demander de venir en masse, comme l'a demandé le Khalife général au Gamou, tout en prenant les mesures barrières qui s'imposent par la pandémie, parce que tout le monde sait qu'il y a une pandémie au Sénégal, et partout dans le monde d'ailleurs, il y a une pandémie, et que donc que les gens prennent leurs dispositions, entre autres les mesures barrières, les masques, l'utilisation du gel, et ainsi de suite. Qu'il y ait également une distanciation, si possible, durant les événements. Les élections locales qui se profilent à l'horizon préoccupent aussi le calife. Son porte-parole invite les candidats à faire preuve de retenue et de maturité lors de ces joutes électorales. De ce qui doit se passer au Sénégal, en tout cas les élections locales profilent à l'horizon, le calife général a souhaité à ce que les gens votent dans la paix et que la discipline soit respectée. Le Gamou de Ndiassane est prévu entre le 25 et le 26 octobre prochain, coïncidant cette année avec la 137e édition. Allez, après Ndiassane, Medina Baye, pour parler bien entendu du Gamou, un bon levier pour promouvoir le tourisme religieux selon la fédération Jamiatul Ansaroudine. Toutefois, cela reste une vision qui doit se nourrir des efforts provenant des fidèles et dans la mesure du possible de l'État. L'instance, la fédération, s'est réunie pour la préparation de son Gamou annuel. Le compte rendu est signé Pape Mediao. Le Gamou de Medina Baye est un important levier pour promouvoir le tourisme religieux. C'est du moins la conviction de la Fédération nationale Jamiatul Ansaroudine. Selon le président de la commission d'investissement de la Fédération, même si des efforts ont été faits dans ce sens, il reste encore du chemin pour concrétiser cela. Sur le plan de l'organisation, il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'actions que nous allons réaliser, mais il y a un certain nombre d'actions qui dépendent de l'État, parce que la dimension de l'œuvre de Cheikh Ibrahim, elle est écuménique. Il y a une partie qui retourne vers ses disciples,
mais une partie qui retourne vers toute l'humanité. Et cette partie-là, elle sera mise en œuvre avec simplement l'aide de l'État. Et c'est par la mise en œuvre de cette deuxième partie-là que l'on verra véritablement la dimension tourisme religieux du Gamou de Medina Baye. Pour une bonne organisation de l'événement, le président de la fédération Ansaroudine estime que l'adhésion massive des talibés à la fédération pourrait faciliter la tenue du Gamou. Il faut que les fidèles adhèrent massivement à la fédération. Les cotisations sont accessibles pour toutes les bourses. La massification de la fédération va non seulement nous aider à mieux préparer le Gamou, mais surtout de financer le maximum de personnes. La fédération nationale Jamiatoun Ansaroudine a octroyé un financement d'un montant de 10 millions à des groupements du département de Nioro. Du sport avant de clore cette édition, c'est pour parler bien entendu du football avec la Namibie, une équipe qui réussit très souvent au Sénégal. C'est en terre namibienne que les Lions ont connu leur première qualification à la Coupe du Monde 2002. Le Sénégal veut répéter l'histoire 20 ans plus tard, Chertidiane Diao. La Namibie évoque de très bons souvenirs au football sénégalais. Il y a 20 ans, le Sénégal décrochait à Windhoek lors d'un mémorable 5-0 infligé aux Brave Warriors sa qualification à la Coupe du Monde au Japon et en Corée du Sud. L'histoire peut se répéter en effet, puisqu'une victoire du Sénégal dans cette double confrontation pourrait suffire pour la qualification des protégés d'Aliou Cissé à la Coupe du Monde Qatar 2022. Il faut souligner aussi que la Namibie réussit bien en général au Sénégal, qui s'est imposé 2-0 en aller au retour face aux Brave Warriors. C'était lors des éliminatoires de la CAN 2017. Puisqu'en football, un match n'est jamais gagné d'avance, les Lions devront s'employer pour faire le plein et envisager sereinement la suite des éliminatoires. Et nous restons avec la tanière intégration sans trop de difficultés, désir de faire partie des Lions du Sénégal. Bouna Sarr, le néo-international sénégalais, se prononce pour la première fois en équipe nationale. Le défenseur latéral compte apporter sa contribution à l'équipe pour battre justement la Namibie ce samedi. Un reportage signé Chersadi Boudjara. Nouveau venu dans la tanière des Lions du Sénégal, Bouna Sarr se fond bien dans le groupe. Une intégration facilitée par le désir de faire ses preuves. Ils m'ont très bien accueilli. Après, la chance que j'ai, c'est que j'en connaissais pas mal avec qui j'ai joué par le passé en club. Donc forcément, ça facilite mon intégration et c'est toujours un plus pour moi d'arriver dans un groupe où il y a des têtes que je connais déjà. Je suis vraiment très content d'être ici. Donc apporter un plus par mes qualités et faire en sorte que l'équipe soit meilleure sans pour autant me mettre une quelconque pression, bien au contraire. C'est un bonheur pour moi d'être ici, donc je vais faire le maximum pour aider l'équipe. Une tanière sans remous, le grand attrait pour lui. Déjà, le groupe, il a l'air de bien vivre. Je pense qu'il y a une bonne entente entre les joueurs et c'est aussi pour ça que je suis venu, parce que j'avais eu des bons échos par Khalidou, par Edouard Mendy et c'est vrai que c'est aussi une chose qui m'a motivé et qui m'a poussé à rejoindre l'équipe nationale. Bouna Sarr va peut-être faire son baptême du feu face à la Namibie ce samedi 9 octobre. Des débuts attendus sans appréhension. C'est une chose qu'on va étudier au fil de la semaine avec le coach. On va faire de la vidéo. C'est vrai que moi, pour ma part, je ne connais pas trop l'adversaire encore, mais on va préparer ça tranquillement pour pouvoir faire le meilleur match possible et surtout gagner ce match. Le Sénégal va chercher à garder son invincibilité dans le groupe H des éliminatoires du Mondial 2022. Les Lions comptent enchaîner un troisième succès au grand bonheur des 2000 supporters autorisés à entrer au stade Lat Dior de Thiès. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite après moi, retrouvez Abdoulaye Der dans Soir d'Info. Il reçoit Pape Mamadou Kane, secrétaire général du SIDELS. C'est le syndicat démocratique des enseignants libres du Sénégal. Et voilà, quant à moi, je vous retrouve demain. Et d'ici là, restez en compagnie des programmes de la télévision Futur Média. Au revoir.